Bonjour à tous. Grâce à des documents que notre ami Philippe du CVRC Lac de Bidault nous a transmis, nous allons faire une petite rétrospective et nous replonger dans le premier championnat du monde de la classe IOM qui avait eu lieu en Vendée en juillet 1994. Bien, un petit peu d'histoire maintenant pour avoir l'origine de ce championnat du monde. Vous avez sous les yeux un document que m'a remis Philippe aussi, qui sur la page de gauche est intitulé IRU. L'IRU, c'est un organisme qui a été fondé en 1907 à Paris, afin d'unifier les règles et les jauges des régates internationales, en grandeur évidemment au départ. Elle devient très rapidement l'autorité mondiale de la voile sportive et gère notamment toute la voile olympique. Alors elle n'a jamais été dissoute, mais elle a été renommée avec des labels que vous connaissez certainement beaucoup mieux. En 1996, c'est devenu l'ISAF et en 2015, c'est devenu World Sailing qui a notamment géré les Jeux Olympiques de Marseille en France l'été passé. Sur la page de gauche, disais-je, il y a donc tout un petit topo de Norman Hadfield qui était le chairman de la division modèle Yacht Racing de l'IRU et qui dit sur un ton tout à fait britannique que en fait le championnat du monde ne rentre pas dans les normes d'organisation réelle de l'IRU, mais que la classe est tellement dynamique et positive que ils ont décidé de l'organiser. Ils ont décidé de l'organiser, de l'inclure au sein d'un organisme français de grande compétition qui s'appelle Voile 94. Voile 94, c'est une organisation une grosse organisation de régates internationales, événement sur La Rochelle, qui a été créée par Claude Harley, la femme de l'architecte Philippe Harley. C'est un événement qui réunissait près de 80 pays, qui avait plus de 1500 participants et qui organisait plusieurs championnats internationaux sous l'égide de l'ancienne Fédération mondiale de la voile. Passons à nos inscrits à ce championnat du monde 94 maintenant. Vous voyez sur cette photo que j'ai essayé de retoucher pour qu'elle soit le plus lisible possible l'ensemble des 55 concurrents. La plupart ont fait des dédicaces. Si vous faites des arrêts sur image, vous pourrez trouver les dédicaces de vos favoris. Sur les 55 concurrents, environ 80%, plus de 80% étaient des concurrents européens. L'équipe de France était la mieux représentée avec 15 concurrents. Les Anglais avec 14 concurrents. Ensuite, on retrouvait le Portugal, l'Italie, l'Allemagne avec 4 concurrents. De la zone hors Europe, nous n'avions que 3 Néo-Zélandais et 3 Brésiliens. Bien, passons à l'équipe de France maintenant. Sur cette photo, vous voyez nos 15 Français avec le trio de tête, Rémi Bresse, Roger Guillonneau et Roland Gandot. Voilà, revenons dans le vif du sujet et à notre championnat du monde d'IOM 1994. Nous allons lire et regarder différents articles de presse que Philippe m'a fournis sur l'événement. Première constatation, vous le voyez à l'écran, les Anglais étaient intouchables. Je vais vous lire d'ailleurs l'article, parce qu'il est peut-être écrit un peu petit à l'écran. Donc 7 Anglais dans les 10 premiers, mais que reste-t-il aux autres ? Les 2 premiers, Graham Bantock et Chris Dix, ont fait preuve durant toute la semaine d'une grande régularité et n'ont jamais été inquiétés pour la possession des 2 premières places. Ils ont monté une très grande maîtrise de cette classe 1 mètre. Le suspense est cependant resté entier pour la 3e place jusqu'au dernier jour, Rémi Bresse ayant, le matin de la dernière journée d'épreuve, presque un pied sur le podium.
Hélas, de mauvais départs dus à l'extrême tension ont relégué notre Français à la 6e place. A noter la bonne performance d'un autre Français, Roger Guillonneau, qui, avec son Archie, décroche la 11e place. Sur les photos du bas de cet article, vous découvrez donc Graham Bontoc avec son bateau modèle vin rouge, Chris Dix, architecte anglais, avec son bateau métrique magique, et Mark Dix avec son crossbow, également un plan maison. Nous reviendrons sur le premier bateau de Bontoc et sur le bateau de Rémi Bresse sur un plan technique pour voir vous présenter les plans de l'époque et le matériel de l'époque. Comme vous le voyez à l'écran, l'épreuve s'est tenue sur la base nautique, sur le parc de loisirs intercommunal de Saint-Cyr, dans la Vienne. En 2 mois, la base est sortie de terre avec les hangars, un clubhouse et un plan incliné de mise à l'eau. On partait de rien. Les derniers week-ends, tout le monde s'y active pour que tout soit prêt afin d'accueillir les concurrents, les accompagnateurs et les spectateurs. Sachez que l'inauguration officielle se fera en présence des élus locaux le samedi 2 à 16h30, soit la veille du premier départ. La jauge était dirigée par Alain Tribu, Jacques Laboux et Gilles Villemain, assistés de Serge Mocry. Ils ont contrôlé donc les 55 coques comme il se doit et les 165 gréements. Travail simplifié puisqu'ils utilisaient donc des gabarits et un bac à jauge. Sur les photos 1 à 6 de cette page, nous pouvons observer les tendances des accasillages et des architectures de ces bateaux. Regardez bien la photo 1, si vous pouvez zoomer, c'est mieux. Vous voyez que les barres de flèche sont profilées pour Bontoc, déjà. Sur la photo 2, nous voyons des appendices typiques anglais avec en forme de T sur le devant. Et vous remarquez que les cierges de baume de grand voile sont très très hauts parce que les baumes sont très très hauts sur le pont, les mâts étant posés sur le pont pour la plupart. Sur la photo 5 notamment, vous voyez un montage de Vinmulet avec jambes de renfort arrimées aux haubans, aux attaches des haubans latéraux et alba textile. Sur la photo 3, nous voyons qu'il existe encore des voiles de quilles et des safrans en bois. Vous pouvez remarquer aussi que la plupart des lestes tous les lestes sont vraiment très concentrés, très courts et sont des bulbes vraiment bien centrés et très très courts par rapport à nos bulbes modernes. Enfin, sur la photo 6, vous voyez un safran type néo-zélandais, safran type sabre ou elliptique, comme on l'a vu sur celui en bois sur la photo 3, qui était très prisé à l'époque par les Néo-Zélandais. Les Anglais et les Français se contentant de safran beaucoup plus traditionnel en forme. Sur la photo 10 de cette page, vous pouvez voir à peu près au centre le puissant Stella de Philippe Guaran, numéro 17 FRA, a remarqué déjà des straps transparents sur le pont pour voir le fonctionnement du treuil en dessous. Notez aussi que ces bateaux-là avaient pour la plupart un rail continu qui allait presque de l'étrave jusque en arrière du mât, de façon à pouvoir à la fois faire coulisser le pied de mât qui était posé dessus et le pivot du foc, de façon à changer l'équilibre du bateau en fonction de la force du vent. Notez aussi que presque dans l'eau vous voyez des cadènes ajourées avec de nombreux trous de réglage de façon à ce que les haubans puissent suivre l'avancement ou le recul du mât.
Sur la photo 12, petite anecdote, à cette époque et jusqu'aux années 2000, beaucoup de bateaux avaient un arrière en sifflet, tout simplement pour les faire ressembler plus à des bateaux grandeur en fait en course au large qui à l'époque avaient des bénéfices de jauge à faire ce genre d'arrière. Sur cette nouvelle page, vous voyez la photo numéro 17 de magnifique bateau rose 45 Nouvelle-Zélande. C'est le bateau d'Andrea Chisholm. C'est une des seules femmes engagées à ce championnat du monde et nous la citerons en anecdote un petit peu plus tard. À noter aussi sur la photo 18 le vin rouge de Graham Bantock, le numéro 145. Nous allons bientôt nous pencher de plus près sur son plan. Nouvelle page où l'on peut admirer le beau Rémi Bresse à la moustache gauloise, plus des photos de groupes de bateaux et de passages de marque assez intéressantes. Vous avez même dans la photo 25 le numéro 17, particulièrement bien placé, de Philippe Guaran à nouveau. Si vous voulez voir plus en détail le texte et l'article de cette page, il suffit de vous mettre en pause et de la lire. Place au classement général cette fois. Vous avez donc le classement complet sur cette vue des 55 bateaux inscrits, ainsi que des commentaires sur le podium entre autres. À noter quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est l'Allemand Thomas Dreyer, qui termine à une très belle 4e place, malgré le peu de concurrents allemands sélectionnés à ce championnat. Rémi Bresse est à la 6e place. Voilà, comme pour terminer ces vues, vous pouvez lire, je vous laisse lire l'ensemble des rubriques, si vous pouvez le faire en mettant en pause cette vidéo. Voilà, et nous passerons ensuite sur les analyses plus techniques des bateaux de l'époque et des carènes des bons bateaux de ce championnat. Eh bien, les 6 premiers de cette épreuve à nouveau, où nous pouvons voir avec la photo des skippers et de leur bateau. Nous allons donc nous attacher à parler tout d'abord du bateau Vin Rouge de Bantock, plan personnel, et ensuite du plan Stella de Charles-Henri Détrichet qu'avait notre ami Bresse. Voici donc à l'image Graham Bantock très concentré en train de régler son 145 vin rouge, red wine. On pourrait penser vu la couleur du bateau que l'avoir appelé red wine, enfin qu'il l'a appelé red wine parce qu'il était sans doute daltonien. Sur ce tableau de coupe de profil de carène de cette époque et de plus récente, publié par Bantock d'ailleurs, on peut voir toutes les philosophies des dessins de carène à l'époque. Des carènes étroites, des carènes larges, des carènes en V, des carènes en U, des carènes très plates, des carènes très creuses. Vous voyez dans les extrêmes, sur la deuxième ligne tout au bout à droite, le lintel, qui est effectivement très large et qui a visiblement une surface mouillée énorme. Vous avez dessous le Charming, qui est en U, qui est très très creux et qui par contre est très très étroit à la flottaison. À sa gauche, vous avez le Tinto Red Wine, donc qui est le bateau dont on veut parler, qui est vainqueur de ce championnat du monde. Vous avez en dessous, pour l'anecdote, le V8, qui a succédé, qui était dans la génération suivante, qui, vous le voyez, avait des sections beaucoup plus circulaires et moins elliptiques. Donc à l'époque, on hésitait toujours à faire des coques soit avec des dessous elliptiques ou des dessous circulaires, voire les deux,
comme finit par le faire Vickers. Vous voyez à l'extrême aussi le fameux bateau TS2 qui est sur l'avant-dernière ligne, 1, 2, 3, 4, 5e depuis la gauche. Vous voyez l'extrême largeur de l'arrière de ce bateau. Et sans doute une surface mouillée, on va le voir sur le graphique suivant, pas si énorme que ça, puisque le bateau, vous voyez là, le V très incliné sur l'eau et la jupe vous verrez qui est très dégagée au-dessus de l'eau. Voilà, donc passons au graphique suivant qu'avait édité aussi Graham Bantock. Voici donc le graphique en question qui date de 2014. Donc ça veut dire qu'on a des plans qui datent de l'époque de championnat du monde jusqu'à la sortie des années 2010. Alors, c'est quoi ce graphique? Vous voyez sur l'axe des Y, WSA, donc c'est la surface mouillée en verticale. En horizontal, BIM, c'est donc sur l'axe des X, c'est la largeur à la flottaison. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir les extrêmes de ce genre de graphique. À gauche, vous avez le bateau nommé Shimmer, le plan nommé Shimmer, qui est en fait shimmering des coupes de la vision précédente. Vous voyez que c'est un bateau extrêmement étroit, puisqu'il ne fait pas 14 cm de large. Vous voyez, il est un peu au-delà de 130, on va dire à 135 à vue de nez. Et il a une très petite surface mouillée aussi. C'est un bateau très en nu, très profond, qui quasiment doit être à 6 cm maximum de jauge, quasiment de l'étrave à l'arrière du bateau. Tout à fait à droite, vous voyez en haut à droite, donc le TS2. Un bateau d'une largeur incroyable à la flottaison, puisque vous voyez qu'il fait plus de 21 cm. Et par contre, qui a une surface mouillée très importante, aussi importante que le Lintel que je vous avais signalé sur la vue précédente. Alors pour revenir au bateau de Bantock, vous voyez que le Tinto Red Wine, il est situé à peu près au centre, tout en bas. Et vous voyez que c'est un bateau qui fait un peu moins de 17 cm de largeur de flottaison, mais qui a une surface mouillée vraiment réduite pour cette largeur-là. Donc ça peut expliquer les performances de ce bateau-là à l'époque. Pour le comparer à des bateaux plus récents, vous voyez le Brad Gibson, le Britpop, un peu au-dessus, vous avez le MX7 et puis ensuite vous avez le Britpop. Vous voyez que le Britpop, il est resté à peu près avec le même beau. Par contre, il a augmenté la surface mouillée. Pareil pour le Topico, le Picanto, le Fractal, enfin tous ces plans sortis par après. Un autre bel exemple dont on avait parlé avant, c'est le V8 de Vickers. Vous voyez que le V8, ça c'est les Néo-Zélandais qui sont plutôt après le TS2 partis sur des bateaux très étroits. Vous voyez qu'il est aux alentours de 16 cm de largeur à la flottaison et qu'il a une surface mouillée très réduite. Le V8, d'après ses caractéristiques, a traduit sur le terrain toutes les capacités de ce plan-là, puisque c'est un bateau qui est incroyablement performant et qui, jusqu'à aujourd'hui, tient vraiment le haut du pavé. Voilà pour le bateau de Graham. Voilà, venons-en maintenant au deuxième bateau qui est le Stella de Rémi Bresse. Donc c'est un plan Charles-Henri Détriché. Pour le situer par rapport au graphique où il n'est pas positionné par Bantock, il est à peu près au milieu, disons qu'il se situe entre le Britpop et le Red Wine. Voilà, en résumé. J'ai retrouvé donc les plans de profil et les plans transversaux que nous allons commenter. C'est un bateau très polyvalent et à la fois polyvalent et sage. Bien, les points marquants de ce plan longitudinal que vous avez à l'image, c'est tout d'abord le creux de la carène. Vous voyez le chiffre de 46 sur le tiers avant, sous la flottaison, c'est le creux maxi. Ça veut dire que, compte tenu du bateau qui pèse 4 kg, ça veut dire que le bateau est assez large.
parce que s'il était très étroit, il serait évidemment beaucoup plus enfoncé dans l'eau. Donc ça veut dire que c'est un plan qui est plutôt large par rapport à nos carènes modernes, mais très puissant, puisque il ne fait que 46 cm de creux, et donc que le voile de quille et la quille sont d'autant plus bas en rappel. A noter aussi, c'est le voile de quille. Si vous regardez les verticales dessinées sur le plan, vous voyez que le voile de quille est incliné vers l'avant. C'est-à-dire que c'est un voile de quille qui ramasse bien les algues. Sur ce plan transversal, on voit le V très ouvert de la carène, surtout en allant vers l'arrière. On voit aussi que de l'avant à l'arrière, on passe de lignes en cercle à des lignes elliptiques plus aplaties. Autre caractéristique, c'est que la jonction pont-coque est aussi très arrondie et que ce genre de fabrication est plus facile à réaliser lorsqu'on travaille sur des moules que si on travaille sur un one-off avec des couples et du bois. Voilà pour le Stella. Et bien pour terminer cette vidéo sur ce championnat du monde, Philippe Guaran m'a confié aussi des documents manuscrits qu'il avait fait à l'époque, c'était ses notes de fin de journée ou des réflexions, et qui résument différentes anecdotes de ce championnat. Donc je vais tout simplement vous les lire au fur et à mesure, et elles s'afficheront à l'écran. Première feuille, l'accueil. Durant les journées du 1er au 2 juillet, le passage à la jauge des bateaux a conditionné les inscriptions. Pour ma part, mon bateau a été déclaré trop long d'environ 1 mm et la défense trop courte de 6 mm au lieu de 10. Pourtant, ma coque est la même que deux autres concurrents français, puisque Rémi Brest numéro 42 et Paul Adam numéro 147 ont les mêmes bateaux et qu'ils ont été déclarés conformes. L'explication de cette anomalie a été découverte par la suite. Le fournisseur, identique pour les trois coques, avait refait son moule entre ma livraison et celle des deux autres, après les remarques d'un concurrent, Jean d'Avignon, le numéro 11. Le deuxième jour de course, Graham Bantock demande à Marino Meazzo de changer ses baumes. Il lui explique qu'elles ne sont pas à la jauge, car il les a ajourées pour être allégées sur toute la longueur. Il lui propose 2 bouts de tube de Dural. Meazzo, stupéfait, oublie de prendre le départ de la manche suivante. Deuxième anecdote, le tampon de la jauge a disparu. Il faut dire qu'il était joli. Tout le monde s'est retrouvé en file d'attente avec bateau et voile sous les bras pour faire apposer le nouveau tampon. De ce fait, les contrôles de jauge le long du parcours ont été plus détaillés. Qui ne tente rien n'a rien. Un Anglais, Gilson Nigel, à la fin d'une manche en flotte A, vient réclamer au comité de course un reclassement en brandissant son bateau dont la quille était recouverte d'algues. Ok, but only if it is written in the rules. Bien dit, c'est Bernadette, présidente du comité de course, qui lui a répondu cela. Quatrième anecdote, au moment de la mise à l'eau, notre valeureux français Laurent Chapelot glisse sur les graviers, il casse sa dérive et fêle le bordé droit dans sa longueur. Pendant qu'il prévenait le jaugeur et le comité de course qu'il allait changer de quille, l'équipe de France est empressée de remettre le bateau en état. Colle, cyanolite, blinderme. En moins de 3 minutes, le bateau a pu être remis à l'eau et Laurent a pu prendre un départ dans les temps. Un Italien aura commenté, c'est comme en F1. Cinquième anecdote, regardez les pieds d'un des doyens de l'équipe de France, Jean-Paul Richard. Comme un balisage à l'entrée d'un port, il est vert à droite et rouge à gauche. Une anecdote avec un Anglais maintenant. L'Anglais Brian Wiles, je ne sais pas la prononciation, n'arrive pas aux performances qu'il aurait souhaité. Son bateau est un Stella comme le mien, en bois, baptisé French Kiss. Furieux, jette nerveusement son bateau à l'eau. Le deuxième jour, je retrouve notre malheureux concurrent assis derrière son bateau avec une pancarte où l'on peut lire « For Sale ». Septième anecdote, le Roumain Ion Ungureanu
arrive 3 jours après le début du championnat. Il était resté bloqué à la frontière. Les concurrents signent une dérogation pour lui accorder une place en flotte D et un accueil chaleureux lui a tout de même été réservé. Anecdote 8. Dès les premiers jours de mon arrivée, 2 concurrents parlant anglais s'intéressent à mon bateau. L'un d'eux est Martin Firebrace, champion de Nouvelle-Zélande. Pendant le championnat, il revient d'avoir mon bateau plusieurs fois. Mais le dialogue entre nous deux est plutôt difficile. Le 5e jour, il se décide enfin à parler et me demande pourquoi j'ai des voiles néo-zélandaises. Je lui réponds que c'est grâce à Charles-Henri Détrichet. La réponse est suffisante car Charles est bien connu en Nouvelle-Zélande pour les dessins de ses bateaux. En bas de la page, vous voyez derrière le paragraphe 9, Miss Andrea Chisholm, qui a son fameux bateau rose. Sachez qu'à cette occasion, elle rencontrera Martine Roberts, et elle deviendra son épouse. 10e et dernière anecdote de notre ami Philippe Guaron. Lors d'une manche en flotte A, disputée tardivement un après-midi, les reflets du soleil sur l'eau étaient insupportables. Paul Richard s'aperçoit que son bateau ne répond plus à son contrôle. Il réalise que le bateau qu'il suivait des yeux, depuis un long moment, était celui de Graham Bantock. Il découvre soudain le sien à la dérive. Plus tard, il m'est arrivé la même mésaventure, à la différence près que, pendant que je pilotais un autre bateau, le mien était en train de faire un refus de tribord. Depuis, 2 bandes de scotch noir ornent l'étrave de mon bateau et le tableau arrière est aussi peint en noir.